Patrick-Emmanuel Parent, directeur stratégie d'affaires et relations publiques chez Plaquette Services Cliniques. Pour certains d'entre vous, mon nom est familier. En effet, durant les 5 dernières années et demie, j'ai occupé les fonctions de conseiller principal des ministres de la Santé et des Services sociaux. Et c'est durant cette période que j'ai appris à connaître et à travailler, à avoir beaucoup de plaisir avec notre prochaine conférencière. Donc, bien qu'elle n'ait plus besoin de présentation, voici une courte présentation de Dr. O'Patterney, donc spécialiste en médecine interne. Elle détient également une maîtrise en gestion de la santé, un diplôme en négociation avancée de l'Université de Harvard, ainsi qu'une maîtrise en épidémiologie et biostatistique de l'Université McGill. Elle a été directrice des services professionnels à St. Mary's et au Centre intégré de santé et des services sociaux de Laval. Dr. O'Patterney est actuellement sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux depuis février 2018, où elle gère la direction des affaires universitaires, médicales, infirmières et pharmaceutiques. Ses centres d'intérêt sont particulièrement axés sur l'accessibilité aux services de santé et la qualité des soins. Je vous souhaite un agréable entretien avec Dr. O'Patterney et je lui cède le plancher. Bonjour à tous. Très contente d'être avec vous. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu des congrès en présentiel. Ça fait tellement du bien de vous voir. Vous êtes vraiment loin. Vous ne voulez pas vous approcher? Je me sens comme seule ici en avant. OK. Alors, on va voir si la présentation est là. Parfait. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de quels sont les différents travaux qu'on met en place pour voir comment améliorer l'accès aux soins de première ligne, qui est fait en concert avec probablement beaucoup, sinon pas tous, entre vous dans la salle. J'aimerais dire que je suis vraiment entourée au ministère par une équipe formidable. Voici les noms des personnes qui travaillent avec moi au ministère. Mais j'aimerais aussi comprendre un petit peu qui vous êtes dans la salle aujourd'hui pour écouter ce matin. Alors, juste peut-être, on va faire ça low-tech, là, juste de vous lever les mains. C'est qui sont des chefs de DRMG dans la salle? Ouh, bonjour! On se voit d'habitude juste en Teams. D'autres médecins? Bonjour, infirmière, physio, on vous voit en vert. D'autres professionnels de santé, les gens qui sont ici qui représentent leur ordre aujourd'hui, qui représentent leur syndicat aujourd'hui, les gens en TI, bonjour, des gens que je n'ai pas nommés. Aïe, aïe, OK, c'est en quel domaine ça? Pardon? Chercheur, OK. Gestionnaire. OK, beaucoup de gestionnaires. Comment je pouvais oublier ça? Et d'autres? Chargé de projet. OK. Alors, je pense que je vais pas vous apprendre rien aujourd'hui, mais on y va. OK. Alors, voici quelques différents, puis on a pris quelques-uns dans les nouvelles, où on voit beaucoup dans les nouvelles qu'il y a un problème d'accès. On voit et on sait, le ministre a dit ce matin qu'il y a près d'1 million de Québécois qui attendent un médecin de famille. Mais ce que j'aimerais que vous remarquiez un petit peu, c'est que beaucoup ici, on parle toujours, dans le titre, c'est toujours médecin, médecin, médecin. Puis c'est très important que tout le monde ait un médecin de famille, mais je pense que c'est aussi important de dire, puis commencer à dire, il faut avoir accès aux soins qu'on a besoin, peu importe si c'est le médecin ou par un autre professionnel de santé. Mais on a un problème. Alors là, on peut se dire, maintenant, qu'est-ce qui est différent? Pourquoi maintenant on pense, puis on est tellement enthousiaste qu'on peut vraiment aller ensemble et trouver les solutions? Je pense que, comme j'ai mis dans le diapo, je pense que les astres sont vraiment alignés. Pour que cette fois-ci, ça va être le bon. On a vraiment, puis les articles de journaux l'ont démontré, un problème d'accès. On a aussi un réseau qui est très fragmenté. Les accès ne sont pas faciles. Puis, il n'y a rien de nouveau. Ça fait des années et des années que c'est comme ça. Mais bien honnêtement, je pense que les astres sont alignés. Puis pourquoi? Mais je pense qu'il y a vraiment
une mobilisation, ce que je vois au ministère, puis je suis là depuis quelques années, une mobilisation concertée par différentes parties prenantes. On est tous, je pense, écœurés de la situation actuelle. On veut tous soit participer aux solutions ou même nous-mêmes avoir accès qui est facile et coordonné aux soins. Puis, je vois vraiment, je suis entourée, puis toujours quand j'ai des réunions avec différents parties prenantes, différents acteurs du réseau, je vois des gens qui sont mobilisés et motivés. Puis je pense, puis encore une fois, le ministre a quand même dit qu'il faut apprendre la pandémie. Je crois qu'il y a quand même des éléments dans la pandémie qui ont fait aussi, qui nous amènent à un point où on peut penser que cette fois-ci, dans les années qui suivent, on va vraiment cheminer vers une fluidité puis un accès qui est meilleur. On a vu, par exemple, quand on mentionne ici association ordre professionnel, on a vu pendant la vaccination que de façon sécure et avec qualité, il y avait d'autres professionnels qui étaient capables de vacciner que les infirmières. Puis, il y a aussi un avancement des différentes technologies. On a vu à quel point dans la vaccination, c'était facile pour des personnes d'accéder puis faire les rendez-vous pour avoir le vaccin, leur vaccin. Je ne vais pas aller trop en détail en TI parce que mon collègue, soit il a déjà donné ou il va donner une conférence Renaud Bernier là-dessus. Et aussi, j'ai ici il y a une volonté gouvernementale. J'ai la chance à travailler avec une ministre qui, c'est un très grand plaisir de travailler, très à l'écoute de nous au ministère, de vous. Je suis certaine que si vous avez déjà eu un entretien avec lui, vous le voyez. Puis ça prend du courage parce qu'il y a quand même des éléments qu'il faut faire, que des fois, on a nos carrés de sable, puis on ne veut pas trop qu'un marche sur l'autre. Alors, il y a quand même une volonté puis un courage que ça prend. Alors, je pense qu'on est vraiment là. Je ne sais pas si vous, comme moi, bon soin au bon moment, je pense que ça fait des milliers de fois que j'entends ça, mais ça demeure vraiment ça qu'il faut faire. Alors, aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur l'organisation, vraiment à plus à 50 000 pieds, parce que, comme j'ai dit, les autres éléments, comme les TI, vont être donnés par les autres. Et pour améliorer l'accès, vraiment, ça prend le bon soin au bon moment. Qu'est-ce qu'on veut dire? Mais clairement, on veut dire par le bon professionnel. C'est pas très logique qu'il faut passer par un goulot d'étranglement qui est accès à un médecin de famille pour par la suite voir un travailleur social ou un pharmacien. C'est pas très logique que notre système est bâti comme ça. Et le bon endroit est rarement l'urgence. Mais souvent, c'est ça qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas voir un professionnel ou je ne peux pas voir mon médecin de famille, alors je vais à l'urgence. Bon moment, ça sous-entend aussi une coordination puis une communication. Puis, il y a beaucoup d'éléments qui ont contribué au fait qu'on n'a pas ça pour le moment, que, comme j'ai dit, c'était fragmenté. Et je crois vraiment que les différents projets de TI vont aussi venir nous aider avec cette coordination et cette communication interprofessionnelle. Et une disponibilité en temps nécessaire. Puis quand je dis temps nécessaire, il faut aussi voir que des fois, c'est urgent. Puis urgent, je ne veux pas dire urgence. Urgent, ça veut dire de voir un professionnel de santé à l'intérieur de quelques heures, quelques jours. Mais si, parce qu'il fait beau, puis je me dis, mais ce serait vraiment le temps que mon onychomycose soit traité pour des sandales, mais peut-être ça peut attendre. Je ne dis pas que ça, il ne faut pas le voir, là, mais peut-être ça peut attendre plus que les 36 heures. Alors, il faut voir qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, pour vraiment amener la pertinence. Alors, pour moi, la pertinence, c'est vraiment l'intégration du bon professionnel dans le bon temps et le défi, on le sait, là, le défi est énorme. Puis, parce que si ça aurait été facile, on l'aurait déjà fait. Alors, qu'est-ce qui était la démarche? Mais on a eu, depuis quelques années au ministère, je nomme ici les différents ateliers, demi-journées, lac à l'épaule qu'on a fait avec des focus groupes citoyens, des comités de réflexion, avec
avec des directeurs de services professionnels, les directeurs régionaux de médecine générale. On a eu commission parlementaire, alors les ateliers avec les usagers. Alors, pour mettre tout ensemble, pour comprendre vraiment le chemin à suivre. Alors, ici, je mentionne quelques constats qui ont été élaborés en lien avec les différents groupes auxquels on a parlé. On a clairement un problème de capacité. On a un problème qu'il y a quand même des médecins qui partent à la retraite, puis la capacité était plus que les médecins rentrants. Et ça, c'est malgré le fait que depuis 10 ans, on a un net hausse de plus que 1000 médecins de famille dans le réseau. Alors, pour toutes sortes de raisons, la capacité est un enjeu. Il y a aussi que la prise en charge en ce moment, c'est, puis on le sait tous, là, quasi exclusif par des médecins. Au lieu d'avoir un concept que je ne pense pas qu'il y a un terme français pour le moment, mais aux États-Unis, on appelle ça un medical home, où un patient appartient à plus mais je pense que, j'imagine que c'est un GMF, là, où on peut avoir l'accès à nos besoins avec des différents professionnels de santé. Puis, la contribution des autres professionnels est en ce moment sous-optimale. Puis, on a vu que récemment, il y a eu des élargissements pour les champs de pratique, par exemple, par les IPS ou par les pharmaciens, mais ils sont encore sous-utilisés. Et il y a d'autres qui doivent venir, parce qu'il y a encore, de décloisonnement qu'il faut faire. En termes d'organisation de services, il y a encore beaucoup de travail en silo. Puis, très souvent, on voit qu'il y a des centaines, des milliers de patients qui vont à l'urgence avec des conditions qui pourraient être vues en clinique. Il y a aussi la gestion de changement. Ça, c'est également chez monsieur, madame, tout le monde qui pense qu'il faut voir. En ce moment, la culture, c'est ça me prend mon médecin, il faut que je voie le médecin, puis pas le réflexe, c'est beaucoup moins. Il faut que je voie le bon professionnel pour le problème que j'ai. Mais également, la culture de nous tous en santé. Il y a une lourdeur, des fois, des processus. Est-ce que vraiment il faut voir le médecin pour avoir un papier pour l'écran d'été pour un enfant qui est parfaitement en santé? On peut se demander. Puis, on a aussi besoin des données parce que, bien honnêtement, en beaucoup de temps, on est en train de prendre des décisions ou d'agir sans avoir les bonnes informations. Alors, où sommes-nous? Ça dit avant, mais c'est actuel, qu'on a un problème, puis si on a un médecin de famille, on appelle là, puis des fois, on ne peut pas arriver, on ne peut pas le voir. Mais comme j'ai dit, est-ce qu'il faut vraiment le voir? Si on n'a pas de médecin de famille, on appelle 811, on essaie d'avoir des auto-soins, on appelle une clinique après l'autre pour voir est-ce qu'on peut avoir un rendez-vous ou non. Finalement, disons, sinon, on va à l'urgence ou on appelle un collègue infirmière ou médecin pour voir est-ce qu'on peut m'aider. Alors bref, c'est pas évident où entrer et comment entrer, il y a une difficulté. Alors, en lien avec ça, voici le plan stratégique ministériel pour la première ligne. Puis, quand on dit première ligne, on peut vraiment, évidemment, parler de soins à domicile, on peut parler et les urgences, c'est la première ligne aussi, mais ici, je parle vraiment plus des soins qu'on s'entend qui est vu en clinique. Je constate que, conforme aux normes ministérielles, j'ai beaucoup d'acronymes, mais vraiment, c'est de regarder en gros quels sont les chantiers. Alors, en termes de chantiers, on a le chantier d'accès et d'inscription. Puis, on a, comme a mentionné le ministre ce matin, puis vous avez probablement entendu beaucoup parler des GAP, les guichets accès en première ligne, le GAMEF pour l'inscription à un médecin,
mais il y a aussi également tous ces chantiers de travail. Chacun de ça peut être 1 heure par lui-même de vous parler. Il y a également l'organisation des services. On a parlé de fragmentation. Comment est-ce qu'on peut avoir les services qui sont intégrés en continuité? Il y a aussi la collaboration interprofessionnelle. Je ne pense pas qu'on peut dire assez sur ce sujet-là. Comme j'ai mentionné, on a vraiment vu dans la vaccination à quel point d'autres professionnels peuvent faire certaines activités avec qualité et sécurité. Mais on peut et on doit regarder beaucoup de différents types de pratiques. Puis je vous dirais que la liste est très longue par les différents ordres puis professionnels, ce qu'ils sont prêts à faire, mais la liste est très, très courte. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner aux autres? Alors, il va falloir qu'on s'assoie puis on le regarde comme il faut parce qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Évidemment, il faut le faire avec qualité et sécurité, mais il faut le regarder. Puis, finalement, je parle ici d'amélioration continue parce qu'il faut voir comment se donner l'agilité aussi d'intégrer, de regarder, analyser et intégrer les pratiques au fur et à mesure. Et le défi, c'est comment est-ce qu'on met toutes les différentes gouttelettes et les met ensemble. Alors, le plan santé, le ministre l'a déposé il y a quelques semaines. Puis, il y a beaucoup de différents éléments que je vous dis qui sont dans notre vision, dans notre plan stratégique, qui se retrouvent dans le plan santé. Finalement, c'est vraiment, il y a un overlap quasi total, sinon pas total. Alors, je ne vais pas rementionner les éléments qu'on a déjà, auxquels j'ai déjà fait mention. Peut-être le seul ici que je n'avais pas fait mention, je ne vais pas en arrière, c'était les paramédics pour regarder comment faire la paramédecine communautaire, qui est aussi très important pour la première ligne. Aussi, il y a d'autres éléments dans le plan santé qui touchent indirectement l'accès à la première ligne, qui est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les urgences sont plus fluides, d'avoir plus de lits, d'avoir un rattrapage des interventions chirurgicales. Pour aller où? Alors, ça, c'est un après transitoire. Puis le transitoire, c'est suite aux discussions qu'on a tous ensemble, mais aussi avec l'entente de principe, avec l'FMOQ, le projet de loi 11, de dire, OK, si on est inscrit, un patient inscrit en haut, comment est-ce qu'on voit le professionnel pertinent via leur clinique et par la suite autres dans la communauté. Mais si on n'est pas inscrit, la vision, c'est vraiment dans les prochains mois d'aller de façon très importante via les gâchets d'accès de pertinence et tous ceux qui sont sur les listes d'attente, de bien comprendre quel est leur besoin et être capable d'arrimer leurs besoins avec soi. On a ici, on dit GMF, mais ce qui devrait être ici en haut, c'est ou autres professionnels, ou par exemple pharmacien, et pas passer par le GMF du tout. Alors ça, c'est déjà mieux que la situation actuelle, parce qu'on veut voir comment vraiment arrimer le besoin avec la bonne personne, puis avec le bon professionnel, puis pas passer nécessairement par le médecin de famille. Ce n'est pas logique de passer par le médecin de famille pour par la suite être trié à un travailleur social, à un psychologue. Ce n'est pas logique. Il faut plus comprendre le besoin, puis voir comment tout de suite l'arrimer avec ses besoins. Mais j'ai dit transitoire parce qu'éventuellement, où est-ce qu'on veut aller? Mais on veut aller plus, puis ça, c'est directement pris du plan santé, auquel ma direction a beaucoup aussi contribué pour l'élaboration. C'est voir comment on peut faciliter, comment il y a un accès unique. Comment est-ce qu'on sait où appeler, puis on appelle, puis par la suite, on va vers soit la clinique qui ont
le médecin, une IPS, d'autres professionnels, d'avoir des auto-soins qui sont plus intégrés à jour, d'utiliser le télésanté là où on a besoin, puis vraiment voir plus comment intégrer ça, pour ne pas avoir, par exemple, alors vraiment en ce moment on est en période transitoire, puis on va vers ce qu'on appelle plus une vision de capitation où il y a des cliniques où il y a des groupes de patients qui sont pris en charge et on fait exactement ce qu'on dit en ce moment, c'est de travailler en interprofessionnalisme pour donner accès aux soins aux patients. Alors, je pense que je vais m'arrêter ici pour voir s'il y a des différentes questions ou commentaires sur ça. Bonjour, je suis Dr Mathieu Pelletier, je suis un chef de GMF qui s'occupe d'un groupe de médecins de famille. D'abord, je veux vous remercier vraiment d'avoir entendu le message des médecins de famille, de dire la première ligne, c'est d'autres professionnels de la santé, on souhaite travailler en groupe, c'est ça la solution. Il y a une pénurie au niveau de la médecine familiale. Mais moi, je trouve le parcours, je le trouve super bien, vraiment, je participe à la mise sur pied des GAP. La question que je me pose de plus en plus, par contre, c'est comme s'il va y avoir, les citoyens, dans le fond, vont avoir différents statuts un peu, dans le sens qu'il y a certains citoyens qui vont être orphelins avec un accès à un GAP. D'autres vont être des médecins, des patients inscrits à un médecin de famille. D'autres sont inscrits éventuellement à des IPS-PL et d'autres auront des inscriptions de groupe. Moi, dans ma tête, il y a vraiment une pertinence à ça. Puis, par exemple, si je prends des adultes en bonne santé, 20, 45 ans, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être inscrits à un groupe, avoir un accès. Des personnes âgées avec des problématiques complexes, des patients qui ont des polypathologies, de la douleur chronique, probablement qu'il y aura un avantage à être inscrit à un médecin de famille qui a une expertise. Comment on va arriver à un moment donné à déterminer qui va avoir quoi? Comment la population va percevoir? Pourquoi moi je suis un orphelin avec un accès au GAP? Pourquoi moi je suis inscrit à un médecin de famille? Est-ce qu'on ne devrait pas éventuellement mettre des balises de qui devrait avoir quel statut parmi ces choix-là? Alors, c'est une analyse qui est très valide. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai dit qu'en ce moment, on est en transition. Et je pense que la transition, c'est comment... Puis là, je vais parler comme si l'entente de principe va être acceptée par l'FMOQ. Alors, parce que je trouve que vraiment, eux et nous sont très en faveur. Alors, oui, il va y avoir différents parcours pour différents types de personnes, dépendamment si oui ou non ils ont un médecin de famille, est-ce qu'ils passent par le GAP ou non. C'est mieux que la situation actuelle où on a 1 million de patients sur une liste d'attente, puis il y a comme... Moi, je suis là-dessus depuis, je pense, 4 ans. Alors, je pense que c'est mieux que la situation actuelle. Est-ce que ça se peut que quelqu'un qui est déjà inscrit auprès de médecin de famille est exactement comme vous dites, 20 à 40 ans, puis lui, il pourrait plus être vers un groupe, mais quelqu'un qui n'est pas devrait être. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une période transitoire vers la capitation où tout le monde, tous les Québécois vont avoir le même statut qui sera qu'ils vont être pris en charge par un groupe. Alors, je pense qu'il faut voir que la transition est beaucoup, beaucoup mieux, avec un accès beaucoup mieux qu'actuellement, vers quelque chose ultime qui est plus logique, comme on y pense tous. Je vous remercie, ça répond très bien, puis on va avancer ensemble en avant. Je pense que c'est avant tout ça la solution, qu'on travaille tous ensemble. Moi, je suis vraiment content de ce qui se passe présentement. Je suis très heureuse d'entendre ça, puis puis c'est pour ça aussi que j'ai demandé où sont les chefs de DRMG, parce que quand on a discuté, et encore une fois, si l'entente est entérinée, c'est vraiment il va falloir par la suite qu'on s'organise et on se dote de plusieurs groupes de travail pour dire, OK,
identifions, mais on peut faire ça, il faut faire ça, peu importe, là. Identifions quels sont les éléments qui prennent trop de temps, puis comment éliminer ces éléments-là. Alors, il faut qu'on se dote des différents groupes de pratiques, de groupes de réflexion pour bien comprendre le terrain, les enjeux, parce que les solutions vont venir de vous, du terrain, là. Merci. Alors, on va prendre une prochaine question. Oui, bonjour à vous deux. Mon nom est Marjorie Gingras, physiothérapeute en pratique avancée, travaillant en GMF. Moi, j'ai lu avec grand intérêt le plan santé du ministère. J'ai lu avec très grand intérêt le mémoire sur la loi 11 de la chaire de recherche en gouvernance des services de première ligne. J'ai lu avec encore plus grand intérêt le rapport sur le chantier de l'accès à un médecin. Et je suis super emballée de ce qui nous attend. Je trouve qu'il y a des choses concrètes qui sont écrites, un plan qui est dressé. Je suis une fille super terrain, fait que là, je me questionne. Tu sais, je trouve que dernièrement, on était beaucoup ce qu'on appelle top-bottom, donc centralisé, des gros départements, des gros hôpitaux, des CIS, des CIUS, puis on recevait les consignes d'en haut de gens qu'on n'avait peut-être jamais croisés. Et là, je vois quelque chose de vraiment beau s'organiser sur le terrain, comme nous, les physiothérapeutes en GMF, on a fait un regroupement par nous-mêmes sur le terrain et je vois toute la force de ça. Donc, l'efficience, éviter de redoubler des trucs, briser l'isolement, partager les bons coups. Comment le ministère souhaite arrimer, parce qu'évidemment, on est des gros systèmes, on ne peut pas faire que du bottom-up. Comment vous allez arrimer là, pour que les deux se rencontrent à mi-chemin? Je suis bien curieuse de vous entendre. Ça fait 2 ans de pandémie où c'était beaucoup top-down, directive, puis ça descend. Puis c'est un petit peu militaire comme approche quand il y a des éléments qui sont urgents, puis il faut le faire. Mais là, il faut, dès qu'on peut, puis ça fait un petit bout, il faut absolument arrêter puis avoir une courbe. Mais vous avez tout à fait raison que ça ne peut pas être juste bottom-up. Pourquoi? Exact. Parce que ça veut dire qu'il y a des bonnes pratiques à Gatineau que la Gaspésie ne va pas être au courant. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir des choses, une bonne compréhension du terrain, mais un partage des meilleures pratiques pour que ça se fasse rapidement partout? Alors, ça, c'est le besoin aussi d'avoir le top-down et bottom-up. Et je pense que c'est plus que le ministère va comprendre et regarder quelles sont les bonnes pratiques, puis être le catalyste pour dire, OK, voici plus un plan stratégique, mais pour ce qui concerne, mais de décentraliser. Mais décentraliser, quand même, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut, là. C'est comment est-ce qu'on se donne des objectifs pour atteindre les objectifs? Comment est-ce qu'on facilite un partage des meilleures pratiques? Comment on se donne des bonnes pratiques? Alors, je pense que c'est là. C'est que les solutions doivent venir du terrain, mais qu'il faut qu'on les identifie. Puis pas pour avoir 15 000 projets pilotes, c'est de aussi voir comment prendre ces meilleures pratiques, les mettre en application. Et ça, c'est plus le rôle du ministère. Oui. Puis moi, je vais faire un peu de pouce là-dessus. Merci beaucoup. Je vais faire un peu de pouce là-dessus. Puis au ministère, justement, ces meilleures pratiques-là, comment on va les chercher? C'est quoi la bonne façon pour à la fois les professionnels qui sont ici, qui veulent donner des histoires à succès, raconter comment c'est bien passé sur le terrain, l'implantation, j'écoutais Madame, l'implantation d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle pratique. Comment on les communique au ministère, ces nouvelles façons de faire, là? Mais je pense que l'importance, c'est d'être à l'écoute, puis toujours, d'avoir des canaux de communication. Alors, par exemple, vous avez dit, vous êtes envers, ça veut dire, vous avez dit physiothérapeute. Oui, physiothérapeute en GMF. Oui. Par exemple, alors, c'est que j'ai rencontré votre présidente pour la rencontrer. Alors, c'est d'être sûr que via la personne qui va parler avec le ministère, nous, il faut qu'on parle avec beaucoup de personnes, puis on pose beaucoup de questions, puis on soit à l'écoute, et que ces bonnes pratiques ou ces bonnes idées sont
sont données à ces personnes-là. Alors, ça peut être à l'ordre, ça peut être via les GMF à un DRMG, ça peut être dans les établissements via le PDG. Alors, je pense que c'est important qu'on le montre, puis au ministère, on essaie d'avoir autant et beaucoup de réunions avec différentes parties prenantes pour écouter, entendre, puis voir comment on peut le mettre en place. Merci beaucoup de votre énergie. Moi, je suis remplie de confiance. Merci. Merci, c'est bon à entendre. Et moi aussi, de voir la vôtre. Oui, c'est bon à entendre, effectivement. Merci. À vous, monsieur, je vous laisse la parole. Salut, moi, c'est Dr Zarour. Je suis médecin de famille en GMFR depuis 2018. Je suis aussi anciennement physiothérapeute. J'ai gradué en 2007, puis j'ai travaillé pendant à peu près 6 ans comme physio. Donc, la médecine familiale m'a attiré vers elle par désir d'améliorer l'accès aux soins en première ligne. Puis mon objectif ultime, c'est toujours d'optimiser, d'offrir les soins de la première ligne afin d'avoir une meilleure accessibilité à la population. Puis étant un Allied Healthcare Professional dans le passé comme physio, je pensais amener ça avec moi vers la médecine, expliquer à mes collègues c'est quoi les bénéfices de la multidisciplinarité. Donc, le focus gouvernemental là-dessus, il est très, 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 très intéressant. Cependant, une des barrières que l'on a en GMF, c'est que souvent certains professionnels ne sont pas parachutés, notamment les infirmières. Quand les infirmières voient nos patients, c'est excellent, c'est fantastique, ça nous permet d'avoir un meilleur suivi longitudinal d'eux autres. Cependant, ils ont certaines instructions par rapport à la volumétrie de patients qu'ils peuvent voir. Un patient qui nous prend à nous comme médecins 10 à 15 minutes à gérer, souvent ça prend 60 minutes du côté soins infirmiers. Fait que, ici, on a un gros clash entre deux visions de la médecine de première ligne diamétralement opposées en termes de performance, de productivité. L'idée, c'est d'essayer de voir le plus de patients possible. Puis souvent, les infirmières leur répondent « Ah, ben c'est ça nos directives, on ne peut pas en voir plus. » Puis même si on essaie de s'asseoir avec eux pour voir comment on peut organiser leur milieu de travail pour qu'elles soient plus performantes, il y a énormément de résistance. Donc, c'est quoi le plan du ministère de la Santé et des Services sociaux afin de faire ce pont-là entre la mentalité de médecin puis la mentalité du personnel infirmier afin que la productivité de tout le groupe augmente? J'aime ça, les questions simples. Alors, c'est un défi pour plusieurs raisons. Il y avait beaucoup de va-et-vient, surtout en pandémie, parce que des fois, du personnel du GMF a été redéployé pour d'autres activités. Ça devrait cesser, mais on peut toujours trouver des arrêts de travail pour maladie, grossesse, etc., qui fait en sorte qu'il y a une dynamique qui n'est pas nécessairement stable. Alors, de un, je trouve qu'il faut avoir, parce qu'il faut avoir des liens entre les GMF et les PDG des établissements plus étroits, via, pas directement les PDG nécessairement, mais via des gestionnaires, pour avoir un aller-retour et voir comment lisser ces problématiques-là et comment que tout le monde rame dans la même direction. Parce que entre de dire que c'est la performance, les gens sont pas des numéros, je comprends bien, mais il y a quand même, il faut qu'on voit un certain nombre de personnes dans un certain nombre de temps. Alors, il faut quand même avoir certaines balises de combien de temps ça prend, qu'est-ce qu'on fait dans cette visite. Alors, c'est pas vrai que on peut pas, une infirmière, par exemple, peut pas voir plus que X personnes. Ça doit prendre un certain nombre de temps, nombre de minutes, mais des fois, le code de déontologie oblige qu'il faut faire telle chose dans la visite. Mais peut-être il faut regarder, est-ce qu'il faut vraiment faire telle chose dans une certaine visite? Alors, je pense que l'importance, parce que vous avez posé plusieurs questions. Un, c'était un petit peu la présence des personnes, puis là, c'est qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là? Je pense qu'il ne faut pas avoir des vaches sacrées. Okay? Il faut tout regarder, toutes nos pratiques. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Est-ce qu'il y a un plus-value? Il faut balancer
la sécurité et la qualité, avec combien de temps ça nous prend à faire des annotations. Alors, je pense que vraiment, il faut réfléchir puis être vraiment très ouvert à regarder toutes ces pratiques-là. Je comprends aussi en GMF que ce n'est pas évident parce que il y a une dynamique où il y a des professionnels qui travaillent ensemble, mais il y a des liens hiérarchiques, il y a des liens fonctionnels, puis des liens, en tout cas, les employés, il y a toute cette dynamique-là, mais il faut voir, c'est pas au ministère, c'est vraiment les établissements, de voir comment les établissements travaillent plus étroitement avec les GMF pour que les objectifs d'accès sont atteints. OK. Merci pour la réponse. Mais dans le fond, oui, effectivement, ce n'est pas au ministère, sauf que quand nous, on embauche une infirmière, on lui donne des critères à suivre. Puis elle a le même code déontologique que l'infirmière clinicienne qui est envoyée par le CIUS. Fait que c'est là où est-ce que le bas blesse, c'est quand cette infirmière-là est capable de voir X nombre de patients de plus que l'autre. Mais là, on se demande pourquoi elle a le même ordre professionnel, est allée à aux mêmes universités. C'est quoi qu'on peut faire? Fait que oui, je pense que le ministère, il y a quelque chose à faire là, de ce côté-là. C'est ou bien ils sont tous envoyés de la part du CIUS, ou bien ils sont tous embauchés, parce que ça fait une dynamique parfois qui peut être très, très toxique. Puis pour un gestionnaire de clinique, ça devient presque impossible à manager. Il faut qu'on mette énormément d'eau dans notre vin là, quand on parle avec eux. Je vais rapidement, c'est juste que je vois beaucoup de personnes derrière vous. Alors, rapidement, c'est pas que je veux me laver les mains de ça, ni qu'on ne va pas travailler avec les établissements de voir comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y a un meilleur arrimage, puis le rôle de l'infirmière, des infirmières, des IPS, mais aussi autres professionnels, par exemple les travailleurs sociaux et autres dans un GMF, sont optimisés et en sécurité. Alors, c'est pas facile, mais il faut aller là pour voir comment le faire. Absolument, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci. C'est certain que la gestion en GMF représente, parce que ce sont des entreprises qui, justement, ont des pratiques de gestion qui leur sont respectives. Donc, ce désir-là de vouloir harmoniser la pratique ou de vouloir intégrer d'autres professionnels nécessite un certain temps avant de se mettre en œuvre. Mais c'est aussi une dynamique que je constate et quand même, l'enjeu, c'est aussi que le GMF, oui, est une entreprise privée, mais il y a des employés qui ne sont pas les employés au GMF, c'est des employés aux établissements. Alors, je conviens que il y a des défis des fois de voir comment tous comprennent, tous et chacun les rôles, puis même les médecins doivent aussi mieux comprendre les rôles des autres, mais en tout cas, c'est bilatéral. Je voulais aussi dire que si jamais il y a des gens qui veulent me poser les questions en anglais, je pense que je suis capable de répondre en anglais aussi. Mais je dois souligner, vous le faites très, très bien en français, vraiment. Monsieur, à votre tour. Marcel Guilbeault, chef de DRMG de l'Outaouais. J'essaie de poser une question qui est plus facile. Pas le gars? Non, pas le gars, pas le cassateur. Non, je dirais que c'est une préoccupation avec les résultats du CRUMS, l'attractivité de la médecine familiale qui me préoccupe. Étant vers la fin de ma carrière, j'aimerais ça avoir de la relève. Puis, d'abord, je souligne votre travail. Je pense que beaucoup vont le reconnaître que le ton a changé au gouvernement, la façon de voir la médecine de première ligne, je devrais dire l'accessibilité en première ligne. Je pense d'inclure tous les professionnels. Je pense qu'on est beaucoup mieux maintenant de regarder ça comme ça que de forcer l'inscription à un médecin de famille. Je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Par contre, cette époque-là où on voulait forcer les médecins à inscrire des patients, il y a des vestiges de ça, puis je reviens à l'attractivité. Les nouvelles façons de rémunérer les médecins, la capitation probablement va aider, le travail interprofessionnel, mais il reste quand même quelques vestiges de ce qu'on peut appeler la loi 20, qui, je n'avais parlé avec le ministre Dubé, je pense qu'elle est encore là. Puis il y a encore beaucoup d'idées par rapport à ça, les jeunes médecins. Puis quand on regarde les CARMS, on se dit, ils regardent de façon globale qu'est-ce qui est difficile en médecine familiale, c'est la prise en charge, l'inscription. Puis il y a toujours certaines menaces, je pense, qui sont vues. Je sais que c'est pas nécessairement le domaine en ce moment de discussion, mais je pense qu'il faudrait se poser la question. Puis peut-être ma question que je pourrais vous poser, c'est
comment voyez-vous, en gros, comment on pourrait augmenter, améliorer l'attractivité de la médecine familiale, qui est quand même préoccupant avec les CARMS quand on regarde d'année en année, à part, évidemment, le programme que vous avez mis, puis qui est effectivement très intéressant, qui permet les jeunes médecins de ne pas se sentir le poids de tout l'inscription des patients à la responsabilité, donc qui est partagé par un ensemble des professionnels. Je parle de la loi 20. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'améliorer l'attractivité qui pourraient nous permettre d'envisager une relève intéressante pour les futurs médecins à la retraite? Ils vont être très nombreux, entre autres à Montréal, mais aussi partout au Québec. Une autre question très facile. Premièrement, merci pour l'élément du ton. Puis c'est maintenant aussi à mon tour de vous remercier. Parce que on a passé 2 ans ensemble, puis il y a plusieurs, notamment avec les chefs de DRMG, où il y avait des moments très difficiles en pandémie. Puis on a toujours gardé un ton mutuel, respectueux, axé sur des solutions. Puis, merci beaucoup à vous, puis aussi non seulement les DRFG, mais les autres, mais ça a été vraiment, c'était vraiment très spécial de travailler ensemble. Maintenant, pour le CARMS, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est les étudiants qui finissent de voir où ils choisissent de faire leur résidence. Est-ce qu'ils choisissent une spécialité ou la médecine familiale? Et on a plus de postes disponibles en résidence de médecine familiale que de preneurs pour ça. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on leur rend ce choix-là intéressant? Mais je pense que c'est plus que ça. C'est comment... Quand on a fait le choix, puis on a fait notre résidence et on travaille, comment est-ce qu'on rend le travail aussi intéressant et stimulant pour toute une carrière, pas juste le choix. Et je crois que la réponse, la loi 20 est déjà une loi, mais il y a ces clauses-là qui n'ont jamais été activées, puis la volonté, c'est de ne pas l'activer non plus. Alors, je pense qu'il faut plus regarder quels sont les types de valorisation de la médecine familiale. Puis, ça doit être un chantier et on s'est engagé que ça soit un chantier de travail. Et les solutions vont venir du terrain, de comment le valoriser. Et c'est pas que... Je pense que ce n'est pas que la loi 20. On a, comme chef de DRMG, on a eu des ateliers où vous avez nommé des éléments de dire, mais là, un médecin dans sa semaine, un lourdeur de les formulaires du SAC. Pourquoi c'est le médecin qui doit remplir pour les prothèses? Pourquoi est-ce que... Alors, sur une semaine, les heures qui sont prises avec... soit des choses qu'on doit peut-être repenser si en 2022, on doit les faire encore, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent les faire? Alors, je pense qu'il faut voir comment rendre le travail pertinent et stimulant. Puis je pense que honnêtement, c'est beaucoup plus ça qu'un article d'une loi qui probablement ne va jamais voir le jour. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, sur cet élément-là, j'ai vu que vous questionnez, mais je pense que ce que j'ai entendu quand on s'est parlé dans ces groupes, c'est la frustration de combien d'heures sont prises par des choses qui ne devraient pas être faites par vous. On entend bien. Au niveau, tout ce qui est remplir les formulaires, tout ce qui est qui pourrait être offert comme allègement est envisagé ou réfléchi. Ou quand on vient voir le médecin, puis le médecin sait tout de suite que mais c'est pas à elle de voir le problème, ça serait beaucoup plus pertinent pour par exemple, un travailleur social, mais pourquoi ça ne peut pas être fait directement? Pourquoi il faut passer? Alors, il n'y a pas juste ces éléments-là, il y a beaucoup d'autres éléments dans l'organisation qui pourraient rendre ça plus stimulant pour tous les acteurs. Ce qu'on entend, c'est qu'on est en train de retourner chaque pierre, finalement. Il faut le faire. Il faut le faire. L'exercice était nécessaire à ce moment-ci. Absolument. Tout à fait. Écoutez, je vois la file qui s'allonge. Il nous reste environ une quinzaine de minutes ensemble. Donc, on va vous demander d'être succinct, puis on va tenter de l'être tout autant, malgré les questions quand même pas simples.
Bonjour, Mylène Breton, je suis professeure chercheur, j'ai une chaire de recherche du Canada en gouvernance clinique. Vous avez peut-être eu la chance de lire mon mémoire pour la loi 11. Ma question est par rapport au GAP, les algorithmes d'aiguillage populationnel. Vous avez développé pour pousser des rendez-vous aux médecins de famille, puis l'idée, c'est la pertinence, puis quand c'est possible de ne pas envoyer ce rendez-vous à un médecin, mais à un autre professionnel. Vous en êtes où dans votre réflexion, vos chantiers pour les algorithmes d'aiguillage populationnel pour envoyer un rendez-vous à un autre professionnel qu'un médecin? Mais peut-être, OK, je pense que, je ne sais pas si on peut remettre l'écran. Je ne sais pas qui en arrière. Oui, OK. Je pense que j'ai un... OK. Ça, c'est... je pense que c'est avec... il faut passer par les données. Parce que je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas combien de quel professionnel j'ai besoin quand. Je n'ai pas d'idée. Alors, ça, c'est la photo du tableau de bord du GAP du Bas-Saint-Laurent. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes d'informations qui est là. Combien d'appels, combien, on a ici quasiment 8 000, combien sont référés avec des besoins pour un médecin de famille, c'est 50 %, combien sont référés à l'urgence. Puis ici, il y a toutes sortes de sous-catégories de l'appel était pourquoi, plus spécifiquement, puis où est-ce que ça a été mis. Parce que, idéalement, le GAP serait pas, on inclut aussi psychologues, on inclut aussi d'autres professionnels que le médicus. Alors, pour moi, c'est que les GAP doivent tous avoir des tableaux de bord, et comme ça, on va mieux comprendre, quand les appels sont là, quels sont les besoins. Alors, moi, je trouve que ça passe par les données pour être capable de nous pister là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'enlever. Oui, la présentation, on pourra la retirer. Merci. Bonjour, Sam Daher, je suis médecin de famille à Montréal, dans un GMF de 30 000 inscriptions depuis les 10 dernières années, mais avant ça, j'étais en Gaspésie 18 ans. Donc, j'ai connu la région et la ville. Et je pensais qu'en région, on avait des problèmes de manque d'effectifs, ce qui est vrai, puis je ne diminue pas, mais Montréal, ça commence à être très difficile. Présentement, je ne peux que saluer les programmes que le ministère de la Santé présente. On est déjà dedans depuis très longtemps. Advanced Access, je fais ça personnellement depuis 2004. Et dans ma clinique de Montréal, depuis 10 ans, à chaque fois que je recrute un médecin, je dis « vous n'avez pas le choix, c'est l'Advanced Access ». L'inscription et le travail interdisciplinaire, avant même que je devienne GMF, j'ai engagé des infirmières. Isabelle le sait, Isabelle Girard a travaillé avec moi au début de la clinique. Alors, on est rendu aujourd'hui là où vous voulez vous rendre dans 2 ans. Et on adore ça. Le GAP, on l'a commencé aussitôt que ça a démarré. Il y a certains problèmes pour le mois de mai. Jusqu'à date, on a à peu près 50 % de no-show. Mais ça, on va le régler avec le GAP. J'ai parlé avec Marie-Christine, on va regarder des solutions. Le nombre de consultations en médecine familiale, c'est variable. Les demandes sont très, très variables. Du moment où ils mettent le pied chez nous, ça va, on les prend en charge. C'est un service 5 étoiles, si je peux dire. Mais il faut régler le avant et le après. L'avant, c'est comment éduquer la population. Que les rendez-vous médicaux, quand vous l'obtenez, ça ne fait pas votre affaire, appelez donc pour l'annuler. La pertinence, présentement, on le fait avec le GAP, avec les appels. Mais le après, combien de patients je revois dans un mois parce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir leur scan, leur résonance magnétique, leur consultation avec le spécialiste. Des fois, les attentes avec un médecin spécialiste, c'est 1 an et plus. Entre-temps, je revois ces patients à répétition, à répétition. Je pense que la première ligne, c'est un continuum. Ça dépend de ce qui vient avant, ce qui vient d'après. Comment on va voir le avant, comme je vous ai dit, ça, on va essayer de régler ça, mais le après, nous, on fait face à des frustrations où on reçoit des patients, puis des fois, on nous dit, bien, appelez. S'il faut que j'appelle pour 3 patients par jour, c'est 3 fois 15 minutes, 45 minutes. En 45 minutes, je suis capable de voir 3 ou 4 patients. Alors, ça nous enlève du temps à la première ligne. Je ne peux pas faire appeler mes infirmières non plus parce que leurs horaires sont également pleins. Alors, je pense qu'il va falloir... J'aimerais ça vous entendre sur comment régler, gérer ce problème d'accès au plateau technique et aux spécialistes. Merci. Merci. Et c'est tout à fait vrai que je me suis aujourd'hui concentrée vraiment sur un élément, mais que c'est un continuum.
Alors là, avant, on peut penser, et il y a des chantiers très actifs qui se font avec le réseau pour voir comment arroser les soins à domicile, comment travailler. Puis il y a un projet pilote avec des données très intéressantes en Montérégie avec les paramédics pour voir, quand on appelle le 911, de faire des évaluations et ils réussissent à la moitié du temps pour organiser des suivis et non pas amener un individu à l'hôpital. Parce que dès que quelqu'un, puis c'est pour les 75 ans et plus, rentre à l'hôpital, à l'urgence, mais il y a une chance sur 2 qui vont être admis avec des conditionnements, etc. Alors, bref, avant, très important. Bien là, la question, c'était plus pour après. Puis, Alexis, est-ce qu'Alexis est ici? Oui. En tout cas, j'ai un directeur dans une autre partie de ma direction où on travaille exactement sur ça. On travaille sur les listes d'attente sur l'imagerie. Comment les listes d'attente en imagerie et comment aussi est-ce qu'on peut les rendre les demandes pertinentes, parce que des fois, il y a des personnes qui ont mal au dos, puis c'est un petit peu comme l'antibiotique, c'est difficile des fois, quelqu'un vient et dit « j'ai mal au dos depuis 20 ans, puis je veux absolument un scan », bref. Alors, comment est-ce qu'on peut garantir la pertinence et comment est-ce qu'on peut diminuer les listes d'attente, comment est-ce qu'on peut avoir accès? Alors, il y a absolument des travaux qui sont faits en lien avec ça. Vous ne l'avez pas mentionné, mais il y a aussi également la frustration que beaucoup d'entre vous ont, que vous avez écrit au CRDS pour avoir des consultations dans différentes spécialités. Puis, même affaire, ils ne sont pas nécessairement vus dans un temps opportun ou on vous retourne la consultation pour dire est-ce que c'est encore pertinent que votre patient soit vu. Alors, c'est aussi d'autres travaux pour vous en lien avec ça. Alors, également, il y a des travaux en lien avec les spécialistes pour voir comment est-ce qu'on peut diminuer ces listes d'attente-là, comment est-ce qu'on peut améliorer le temps d'attente. Alors c'est sûr que le avant et après est aussi très important à regarder, à travailler, et les travaux sont en cours également dans ces endroits-là. Merci beaucoup. On va prendre, je crois, une dernière question. Je suis désolée pour les personnes qui étaient en ligne. Mais c'est le lunch après, alors s'ils veulent me poser des questions, absolument. Moi, c'est correct. Donc, bonjour, Élise Boulanger, je suis médecin de famille. J'ai une clinique dans Saint-Henri à Montréal. Je suis aussi coprésidente de la communauté de pratique des médecins en CHSLD. Puis, ma question aujourd'hui, en fait, est un petit peu en lien aussi avec la valorisation de la médecine de famille, comme mon collègue l'a mentionné plus tôt. Je pense effectivement que le climat, puis il y a beaucoup de choses qui sont un peu politiques là-dedans, là, qui varient au fil des années, jouent pour beaucoup, en fait, dans l'intérêt des étudiants en médecine de famille pour la profession de la médecine de famille. Et puis, je me demandais maintenant, en fait, que j'ai ma propre clinique, je remarque aussi qu'on a des fois pas mal d'incertitudes par rapport même au programme GMF. Et donc, je pense que toutes ces choses-là qui doivent être renouvelées, donc annuellement, donc je suis aussi très, très, en fait, enthousiaste, là, je pense, avec le nouveau plan, puis j'entrevois ça avec beaucoup de positivisme. Mais je pense que, de façon générale, ce qui pourrait être intéressant pour valoriser la profession, c'est un petit peu tenter de limiter globalement cette espèce d'incertitude-là, tant au niveau personnel comme professionnel, que pour les organisations qui donnent des milieux de travail à ces médecins-là. Fait que je me demandais un petit peu si ça faisait partie, au niveau du ministère, quand on parle du volet de la valorisation, de regarder ce qui se passe avec les PREM, ce qui se passe avec les ententes GMF pour continuer à valoriser ça. Premièrement, vous avez mentionné que vous faites partie de la communauté de pratique de CHSLD. Ça, je ne sais pas si les gens dans la salle sont au courant que avant la première vague, il n'y avait pas vraiment de façon pour les médecins qui travaillent en CHSLD de communiquer. Et suite à ça, il y a eu une formation d'un groupe qui est très riche et très bien. Puis je suis très contente d'entendre que vous faites partie de ce groupe qui font des échanges sur la pratique médicale en CHSLD. Alors merci pour ça. Et c'est vrai que l'incertitude donne beaucoup d'anxiété. Puis le but, c'est pas de créer de l'incertitude. Alors, si c'est le cas, il va falloir qu'on voit plus comment rendre la communication plus fluide puis très transparent parce que c'est sûr que les programmes GMF,
ce qu'on veut avec un programme, c'est de dire, oui, on veut supporter de façon financière et avec des professionnels les GMF, et en contrepartie, par contre, on s'attend qu'il y ait certaines normes d'ouverture. On aimerait aussi en équité avec d'autres GMF de financement qu'il y ait un certain nombre de patients qui soient vus, etc. Mais l'incertitude n'a jamais été une volonté. Alors, si c'est le cas, si vous le dites, c'est le cas, il va falloir que je vois comment on va faire en sorte d'éliminer ces incertitudes-là, parce que c'est vrai que c'est très anxiogène. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour conclure, peut-être, Dr. O'Patterney, si vous permettez, moi, j'aurais tendance à vous poser la question, puis je pense que plusieurs se la posent ou l'ont derrière la tête. Comment vous voyez, comment on va réussir à puiser l'expertise des dernières années, puis tous ces grands chantiers, ces grands changements qui sont en train de se dérouler? Vous le voyez comment dans 5 ans, notre réseau de la santé? Quand il y a 2 ans, quand on a commencé la pandémie, on faisait à 120 personnes, des conférences téléphoniques. C'était avec beaucoup de cacophonie. Et on a vu Teams venir sur place. On a vu beaucoup de différents aspects de technologie, d'organisation, de collaboration. Alors, je reviens à mon photo avec les astres. Je pense que les astres sont alignés. Puis je pense que je suis contente que vous ne m'avez pas demandé 18 mois comme un ministre, là, parce que je pense que 5 ans, c'est un bon horizon de temps pour que tous les différents éléments qu'on a parlé, de voir comment intégrer les bonnes pratiques, la collaboration interprofessionnelle avec la technologie et les données, et toutes les intégrer pour avoir vraiment un système où il y a moins de fragmentation, il y a une accessibilité fluide et que tous les Québécois ont accès aux professionnels de santé pour leurs besoins. Puis je pense que 5 ans, c'est un time frame qui est très raisonnable pour faire ça. Je vous remercie infiniment, Dr. O'Patterney. Comme elle le disait, merci. Merci à vous. Alors,